Nous sommes dans une crise de confiance que nous avons générée nous-mêmes. Et donc, cette discussion sur les obligations de stabilité tombe à pic. Elle n'est pas de nature à rétablir la confiance. Lorsque nous avons introduit l'euro, nous avons dit que cette monnaie allait rester stable. Il n'y a pas de reprise, de mutualisation des dettes d'autres pays. Or, en matière de sauvetage, cette promesse a été rompue. Les citoyens comprennent fort bien qu'il ait fallu intervenir et que nous avons dû mettre en place toute une série de programmes de sauvetage. Et pourtant, ils se sentent floués. Nous parlons aujourd'hui d'obligations de stabilité. Ils se disent, au fond, pourquoi obligation de stabilité? Ou alors nous avons cette stabilité, dans ce cas nous n'avons pas besoin de ces obligations, puisque nous avons à peu près les mêmes conditions de financement, ou nous n'avons pas cette stabilité. Dans ce cas, obligation de stabilité est une sorte d'euphémisme pour la répartition. Ça divise en fait, puisque ça n'unit. Pour ces obligations de stabilité, en fait, on arrase un petit peu la possibilité, mais prendre de l'argent aux mêmes conditions nous ont conduit à un endettement souverain. Les différences des intérêts sont le seul mécanisme efficace pour l'aptitude à la réforme et pour la consolidation budgétaire. Faute de quoi, on va continuer de s'endetter, mais au détriment d'autrui. Et donc le moment idéal pour discuter de ce projet, de l'introduire, ce sera lorsque l'intégration financière ou l'intégration des marchés financiers aura été approfondie, lorsque l'Union européenne pourra prélever ses propres impôts. Dans ce cas, nous aurons un ministre des Finances qui pourra réellement être opérationnel, faute de quoi nous allons reporter les choses.